Et bonjour à tous et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, dernière vidéo sur Evangelion, vidéo un petit peu spéciale vu que aujourd'hui on va pas parler d'un extrait à proprement parler de l'animé, on va parler plutôt de l'héritage, dans le sens de qu'est-ce que retenir d'Evangelion. Alors c'est une question qui est un petit peu vague, hein, on va pas se mentir, hein, parce que ça fait un peu rien dire de dire ça, vu que bien sûr que Evangelion est un animé modèle de notre art. Qui peut prétendre être fan d'anime japonais sans avoir entendu parler d'Evangelion? Alors après, si on l'a pas vu, je vous rassure, c'est pas grave, mais il faut l'avoir vu quand même au bout d'un moment. Pas l'avoir vu maintenant dans l'absolu ne vous empêche pas d'être un grand fan d'anime, je vous rassure tout de suite. Mais par contre, peut-être qu'il faut avoir le projet de le regarder un jour, et puis surtout, au moins, en avoir entendu parler. C'est le genre d'animé, alors évidemment ce n'est pas le seul, mais c'est le genre d'animé qui est juste exceptionnel, mythique. Dans cette 16e et dernière vidéo sur Evangelion, on va essayer de se concentrer sur pourquoi, et au-delà du pourquoi, en quoi on peut voir que Evangelion est le grand et l'énorme animé qui fait que la Japanimation est comme ça aujourd'hui au XXIe siècle. Alors je ne dis pas que tous les animés du XXIe siècle sont tirés d'Evangelion d'une façon ou d'une autre, c'est pas réellement le cas. On peut voir des différences, évidemment différents courants de pensée, et bien sûr que y a certains animés comme les grands classiques du shonen neketsu qui influencent plutôt les shonen neketsu d'aujourd'hui. Évidemment aussi, on peut faire la même analyse avec les Magical Girl, les animés d'horreur ou encore plein d'autres, mais on va plutôt parler de l'ambiance générale et de comment 3 modèles féminins aussi et un masculin, 4 modèles au final en tout, ont influencé grandement l'animation japonaise. Au-delà évidemment des petits clins d'œil. Alors là, on peut déjà observer et prouver de façon certaine que Evangelion est influent, c'est déjà toutes les petites références, les petits clins d'œil, les choses qu'on peut retrouver dans différents animés qui nous font automatiquement penser à Evangelion. Alors, c'est pas forcément du plagiat, hein, c'est juste de l'influence. Là, je parle pas des animés comme Darling in the Franxx qui sont clairement des très très grosses inspirations d'Evangelion. C'est même plus de l'inspiration à ce niveau-là, mais ça c'est un autre débat et peut-être qu'on rentrera sur cette question dans une vidéo un jour sur Darling in the Franxx peut-être, on verra. Mais je parle plutôt des petits clins d'œil. Donc on peut retrouver par exemple la pose légendaire de Gendo Ikari. Les éthiphiles, c'est aussi quelque chose qui revient, alors c'est pas toujours nommé comme ça, mais c'est quelque chose qui revient très très souvent dans une référence visuelle de certains animés comme référence à Evangelion. Donc là déjà, par ces éléments, on peut prouver qu'Evangelion est une légende. Alors, est-ce qu'on a forcément besoin de ce genre de petites rêves pour nous faire dire « Ah oui, ça c'est clair, Evangelion est un animé légendaire qui a marqué les esprits ». À vrai dire, je pense pas. Mais bien sûr qu'on est quand même un petit peu obligé de prendre ce genre de choses, parce que juste de prendre un animé et de dire de ce qu'il y a dedans, vu les questions qui sont abordées, la façon dont c'est écrit, etc., cet animé doit être légendaire. Non, ça ne suffit pas. C'est une grande question. Pourquoi Evangelion est connu? Alors, on pourrait dire il y a plein de façons de répondre à cette question, mais finalement, aucune n'est juste. Toutes sont partiellement justes. Par exemple, de dire que l'histoire est bien ficelée, ça c'est partiellement juste. De dire qu'il y a des thématiques qui sont extrêmement novatrices pour l'époque, c'est aussi partiellement juste. Ce sont des éléments de réponse. Mais en fait, c'est l'ensemble Évangélion qui tient. Un troisième élément partiellement juste, ça pourrait être justement l'animation. Nickel, pour l'époque. Voilà, il y a plein de raisons. Mais en prenant le chemin inverse, on pourrait dire, oui, Évangélion est critiquable. Qu'il y a des choses qui ne sont pas parfaites. Qu'il y a des éléments de scénario qui nous ont perdus. Qu'il y a de l'animation simplifiée parce qu'il n'y a plus beaucoup d'argent au studio Gainax à l'époque, et qu'il y a aussi ces problèmes de censure. Mais justement, est-ce que ce serait pas la 4e raison qui ferait le succès d'Evangelion? Le fait que cet animé soit critiquable, et que beaucoup de gens se posent ces questions, et que justement le fait que ce soit critiquable soit relié à ces thématiques, et que justement, en se posant ces questions en disant « Ouais, mais est-ce que Anno aborde les bonnes thématiques? Est-ce que c'est juste ce qu'il nous dit ?» Ça nous pose des questions. Et si l'anime nous pose des questions sur peut-être notre perception des choses, l'humanité ou le rapport qu'on peut avoir à une forme d'être supérieur, que nous, on pourrait appeler Dieu si on est croyant, et que les athées auraient du mal à qualifier, si compter il existe. Peut-être qu'il n'existe pas, mais
Ça, je ne suis pas là pour le juger, hein. On n'est pas là pour parler de religion, ici. Et d'ailleurs, Évangélion n'en parle pas. Évangélion ne parle pas de religion. C'est ce que j'ai dit, le rapport de la création et du créateur, voilà, de comment on crée un monde et qu'en fait, le Dieu, c'est le créateur du monde. Je vous invite à voir ma 4e vidéo sur les Rebioles, donc l'avant-dernière vidéo d'Évangélion, qui justement aborde cette question. Et à travers les épisodes 26, je fais aussi des petits ponts. Mais dans cette vidéo aujourd'hui, on va pas se concentrer à revenir sur des éléments qu'on a déjà vus dans l'animé. On va plutôt parler de Évangélion en général. Et effectivement, déjà, le fait que l'anime soit critiquable rentre dans cette catégorie. Alors après, évidemment, c'est pas suffisant pour dire que, parce que l'anime est critiquable, du coup, c'est un bon animé. Et c'est devenu un animé légende. Alors, si l'anime est critiquable, oui, c'est un bon animé. Ça, on peut le dire. Critiquable dans le sens où on peut discuter autour de lui. Pas critiquable dans le sens parce qu'il est juste nul. Évidemment, il y a des animés qu'on critique parce qu'ils sont juste mauvais. Ça peut arriver, hein, évidemment, ça arrive. Mais lui, c'est pas le cas. Évangélion, tu peux pas dire que c'est mauvais. Tu peux ne pas aimer, ça c'est chacun ses délires, hein, de toute façon, mais tu peux pas dire que c'est mauvais. Il y a pas, c'est pas du raté. Même s'il y a des fois des questions qui sont un peu vagues, un peu brouillonnes des fois, par moments, il faut l'avouer, tu peux pas dire que ce soit mauvais. Alors après, que tu aimes ou que tu aimes pas, ça c'est une autre question, mais que ce soit mauvais, ça c'est non. Mais il y a plein d'animés comme ça, et même toi en tant que spectateur, et même je vais pas parler de toi à vous mes spectateurs, mais plutôt de moi, comment j'interprète les choses. Par exemple, il y a des animés que je n'aime juste pas parce que c'est pas mon genre. Par exemple, les Magical Girls, c'est pas mon délire. Bon, j'ai pas besoin d'argumenter de pourquoi, de comment, c'est juste mon avis, mes goûts. Et des animés comme Sailor Moon, je dois avouer, ça me saoule. Par exemple. Mais, un jour, je suis tombé sur Mao Shoujo Madoka Magica, un animé sur lequel on va reparler un jour. Madoka Magica, qui est juste un animé incroyable, qui est, oui, un Magical Girl, mais en fait un Magical Girl pas tout à fait comme les autres. Et on reviendra sur cet animé un jour, c'est une certitude aussi. Ça fait quand même pas mal d'animés que j'ai envie de parler. Hein. D'ailleurs, je reviens sur cette question plus tard, à la fin de la vidéo d'ailleurs. Donc, pour revenir à cette question, bien sûr qu'un animé, tu peux ne pas aimer, tu peux être conditionné à aimer ou pas un animé, mais des fois, tu peux avoir des surprises. Et Évangélion, c'est peut-être un animé comme ça. Ou peut-être que toi, en tant que spectateur, les mechas, c'est pas ton délire. Les animés d'action avec des gros robots, voilà, ça t'intéresse pas. Mais tout spectateur d'Évangélion te dira, et tout admirateur d'Évangélion te diront, de toute façon, c'est pas vraiment un animé mecha. Un peu comme Madoka Magica, qui est pas réellement un Magical Girl. Même si c'est techniquement un Magical Girl, on n'a pas envie de l'appeler comme ça parce qu'il est pas tout à fait comme les autres. Évangélion, c'est pareil. C'est un mecha, oui, mais il est un peu différent. Alors, attention, je ne suis pas en train de critiquer les autres mechas en disant qu'ils sont nuls. Bien sûr que non. Il y a des mechas qui sont plus classiques, mais qui sont tout à fait exceptionnels. Et je pense que la meilleure façon de se rendre compte de ça, c'est en regardant les Gundam. Parce qu'on verra très bien dans les animés Gundam qu'il y en a qui sont pas oufissimes, et d'autres qui sont juste incroyables. Je pense à Mobile Suit Gundam Seed, qui est juste, je pense, l'un des meilleurs animés Gundam. Et là, c'est plus facile, vu que c'est toujours le même univers, d'accord, mais on voit, il y a des studios qui changent, il y a des personnes qui travaillent sur le projet qui sont différentes, donc forcément ça peut changer. Alors que sur Évangélion, c'est plus difficile vu que Évangélion, c'est le projet d'un homme. Alors après, ok, il y a les Rebuild, mais bon, pour la série originale, voilà. Mais même sur les Rebuild, Hideaki Anno était toujours présent. Même si après les Rebuild, on peut toujours aussi discuter sur le fait est-ce qu'ils sont nécessaires ou pas. Mais quoi qu'il en soit, du point de vue de l'héritage d'Évangélion, si les Rebuild n'avaient jamais existé, il est probable qu'on n'en parlerait pas autant aujourd'hui. Et que peut-être que le succès Netflix que l'animé a reçu à sa sortie sur Netflix, je ne sais plus quelle année c'est, mais c'était assez récemment, si les Rebuild n'existaient pas, est-ce qu'il y aurait eu un tel engouement autour de la sortie Netflix de Evangelion? C'est pas sûr. Peut-être que oui. En fait, on ne le saura jamais. Mais peut-être que l'héritage d'Evangelion est plus supérieur et n'avait pas besoin en fait des Rebuild pour continuer à perdurer. Et peut-être que aussi l'héritage aussi a été permis grâce à la série originale bien sûr, mais aussi grâce au film The End of Evangelion en 97. Donc un gros héritage, et évidemment les Rebuild, c'est compliqué, parce que là où la série, où on se fait dire « Ah c'est bien, voilà, c'est peut-être pas mon goût, mais on comprend pourquoi c'est une légende Evangelion, voilà, à la série originale », The End of Evangelion, on peut l'inclure dedans. Je considère pas le Death and Rebirth, parce qu'évidemment Death and Rebirth, ça compte pas vraiment, c'est pas du réel nouveau contenu, donc on le met entre parenthèses. Dans la série originale, je comporte évidemment les épisodes 25 et 26, mais pour les Rebuild, c'est plus compliqué.
Parce que là où on peut dire que c'est indélébile l'impact que la série et le The End of Evangelion ont eu, les reboots, c'est plus difficile. La grande question, c'est est-ce que Evangelion peut exister sans les reboots? Comme je l'ai dit précédemment, la réponse est oui. Je l'ai dit précédemment parce que j'ai simplement dit que les reboots est une autre façon d'écrire Evangelion. Donc si tu décidais de ne pas écrire d'une façon différente Evangelion, le propos final d'Evangelion n'aurait pas changé. Mais il aurait fallu comprendre les choses très finement à travers les épisodes 25-26, qui n'est vraiment pas une chose facile. Et je dois avouer que sans les reboots, je ne suis pas sûr que j'aurais compris Evangelion de la même manière. Parce que, ok, les épisodes 26 et 25-26 nous font comprendre peut-être la même chose que le message principal de la fin du reboot, ok, mais c'est pas facile de le voir. Alors vous me direz, dans le quatrième reboot, c'est peut-être pas non plus très facile, mais en tout cas, c'est un peu moins compliqué. Chacun après son propos, mais moi je considère que les reboots permettent de voir le propos relation créateur-création que l'épisode 25-26 essaye de nous dire, mais on a plus de mal à le voir. Donc peut-être que les reboots c'est un éclaircissement de l'univers, et pas vraiment un truc indispensable. Je suis bien d'accord, quand on se souviendra d'Evangelion peut-être dans des décennies, on ne parlera pas des reboots, je pense pas. Par contre, on parlera toujours de The End of Evangelion. Et de la série originale, bien sûr. Mais en ce qui concerne peut-être le quatrième reboot, qui est quand même assez spécial, vu qu'il est quand même très très bien par rapport aux trois premiers, euh, peut-être ça peut être différent. Après, évidemment, le film date de 2021, c'est encore beaucoup trop récent en fait pour se prononcer sur est-ce que ce film a vraiment un impact ou pas. C'est trop tôt, mais évidemment, le quatrième film aussi, et c'est ça la difficulté, bah, ne peut pas exister sans les trois premiers, évidemment. Donc, c'est difficile, on verra dans quelques décennies ce qu'en disent les générations futures. Et le regard que nous, peut-être spectateurs actuels, auront de ce film plus tard. Faut voir aussi l'influence, c'est comme ça que c'est fait la Japanime, mais c'est comme ça que c'est fait en fait dans l'art en général. Bah, il y a des trucs qui perdurent, et effectivement, bah, tu peux pas savoir qu'une œuvre va perdurer ou pas au moment où elle sort, ou même que 5 ou 10 ans plus tard. Ça prend un peu plus de temps. Mais Evangelion, évidemment, la série originale et le film The End of Evangelion, ça fait suffisamment longtemps qu'il est là. Bref, après avoir fait un petit récap peut-être un peu de la série, sans vraiment parler des thématiques, parce que c'est pas le but de la vidéo, on va se concentrer sur 4 personnages, qui sont devenus 4 personnages assez mémorables, et qui ont, 3 d'entre eux, favorisé l'arrivée de nouveaux types de personnages, en tout cas pas vraiment de nouveaux, mais plutôt favorisé leur explosion au sein de la Japanime, et ça c'est la façon de mesurer l'héritage d'Evangelion la plus facile, je dirais, ses impacts. Le quatrième, c'est un peu plus compliqué parce que c'est moins évident, mais on pourrait aussi argumenter là-dessus. Je terminerai... Ouais, non, je vais plutôt commencer par celle-là. Le personnage où c'est un peu plus difficile de vraiment mesurer son héritage, c'est Misato Katsuragi. Misato Katsuragi, et vous observerez peut-être plusieurs mèmes et petites blagues sur Evangelion sur internet, que c'est le genre de personnage waifu par excellence. Alors, je pense que si vous connaissez la japanime, vous savez ce que je veux dire en disant waifu, vous savez très bien ce que c'est. Pour les gens qui ne connaissent pas ce terme, je suis là pour expliquer, c'est d'avoir un attachement amoureux, vraiment profond, attention, ce n'est pas forcément de l'ordre du désir sexuel, envers un personnage fictionnel féminin, vu que waifu est un dérivé du mot wife d'anglais. On peut parler d'husbando pour les personnages masculins. Mais là, donc c'est une waifu, vu qu'on parle de Misato Katsuragi, qui est une femme, aux dernières nouvelles. Donc, évidemment, ce que je dis, c'est que waifu, c'est pas forcément un attachement vraiment sexuel. Hein. Ça n'est pas forcément lié. Il peut y avoir des confusions. Après, il y a différents genres de personnes. Il y a certains qui vont juger plutôt sur le physique, d'autres sur le comportement qu'elles ont en termes de déré, etc. Les dérés, c'est un thème aussi intéressant sur comment le personnage féminin va exprimer son amour envers un personnage masculin. Ça ne nous intéresse pas pour Misato Katsuragi, mais voilà. Parce que c'est un personnage féminin assez affirmé, qui a son bon caractère et qui est quand même présenté comme une femme assez séduisante. Assez proche de Shinji de façon un petit peu bizarre par moment, elle fait peut-être monter un petit peu ce côté de waifu par moment. Parce que c'est une femme séduisante, parce qu'elle est un peu attirante et vraiment assez proche du héros, qu'on a envie de le taper tout le temps, pour ceux qui comprendraient pas trop la série. Là, je parle d'un point de vue général. Et effectivement, ce personnage féminin assez fort, assez débrouillarde aussi, mais toujours très belle et parfois sexualisée. Alors, je dis pas que Misato l'est, mais c'est un petit héritage. Bah, c'est un concept de waifu qu'on retrouve assez souvent. Un personnage féminin qui est très fort, mais malheureusement qui a souvent été tourné dans le rôle de la méchante, et qui est
toujours aussi séduisante, mais en même temps assez sérieuse. L'exemple que je pense, qui n'est pas une antagoniste pour le coup, mais qui est un personnage assez brutal et assez particulier, c'est évidemment Revi de Black Lagoon, qui me fait souvent penser à Misato dans ses comportements. Même si Revi est beaucoup plus vulgaire que Misato, je trouve qu'il y a un petit air de famille. Alors physiquement, peut-être un petit peu... Non, en vrai, pas tant que ça, mais on ressent cet héritage. Alors évidemment, dire que c'est sur un seul animé, c'est pas vraiment suffisant, même si Black Lagoon a aussi son petit impact au XXIe siècle. Il en faudrait beaucoup plus, et je vous laisse découvrir cela par vous-même. Vous avez cet archétype de waifu un peu partout. Là où je suis pas trop sûr, c'est que le terme évidemment waifu, lui, il viendra un petit peu après Misato. C'est pas le personnage de Misato Katsuragi qui nous a fait découvrir le mot waifu. C'est venu plutôt à partir des années 2000, en l'occurrence. Donc, est-ce que Misato est la première waifu? Non, parce que c'est pas elle, on va la désigner, à partir d'elle qu'on va désigner le terme waifu. Et en l'occurrence, c'est pas non plus elle, le personnage féminin le plus vieux, que quelqu'un pourrait s'identifier comme une waifu. Je suis sûr, il y a des personnages féminins beaucoup plus anciens que certains pourraient considérer comme le waifu. Évidemment qu'il n'y a pas de limite, enfin, après, c'est chacun fait comme il veut, après, hein. Mais voilà, Misato, c'est un peu cette blague-là, etc., avec un archétype de personnage féminin qui peut se retrouver, mais c'est beaucoup moins clair qu'avec nos deux autres personnages féminins qui vont nous retrouver. Le deuxième personnage féminin très intéressant, c'est plus en lien avec les types de Déré, même si cette première n'exprime pas vraiment une relation amoureuse, c'est la Kudere. La Kudere, c'est, si vous connaissez bien les mots un peu japonais, vous savez très bien ce que c'est la Kudere. La Kudere, c'est certainement un terme que vous avez déjà entendu. La Kudere, c'est un dérivé plus ou moins de cool en anglais, même si on est plus sur une traduction du mot un peu froide, réservé aussi. Pas trop réservé, plutôt dans le sens de froide, dans le sens de non expressif, genre je suis triste, je suis heureux, je suis en colère de la même manière, je ne change pas mon expression du visage. Évidemment, ce genre de personnage, il y en a plein, je vais pas faire une liste, ça sert pas à grand chose, mais je vais vous mettre quelques petites images de Kudere là, comme vous voyez. Voilà. Ah, je pense que vous avez vu, vous avez peut-être reconnu certaines, peut-être pas toutes, mais tous ces personnages féminins ont le point commun d'être des Kudere. Alors après, il y aura toujours des subdivisions, bien sûr, mais moi j'entends dans le sens général de la Kudere, qui est assez calme, froide, impassible, et qui est, voilà, souvent très proche du héros, parce que Dere, on rappelle que c'est une sorte de relation amoureuse. Alors vous me direz, ouais, très bien, mais en fait, est-ce que Rei affiche réellement une relation amoureuse avec Shinji? Bah non, absolument pas. Et c'est peut-être bien là le problème d'Evangelion, et on le reverra avec notre deuxième personnage féminin, que peut-être que les images de personnages que Evangelion a renvoyées n'ont pas été toujours bien repris, dans le sens que Hideaki Anno aurait voulu le faire. C'est-à-dire que, est-ce que Rei Ayanami, euh, oui, a influencé le modèle de la Kudere, ça c'est une certitude, mais est-ce qu'elle a vraiment influencé dans le sens premier, c'est-à-dire dans l'expression du visage, et pas seulement dans une relation amoureuse? Parce que justement, Rei Ayanami n'est pas amoureuse, enfin, ne me semble pas amoureuse de Shinji, il y a une sorte d'attachement peut-être. Peut-être dans les Rebuild, on peut discuter, mais dans l'anime original, je pense pas. Le deuxième archétype de personnage féminin, repris par un autre personnage vraiment très connu, et qui est l'un des personnages féminins de type de Déré, personnage féminin qui est les plus répandus et les plus connus des mondes des Déré, c'est les Tsundere. Et la Tsundere, c'est évidemment Asuka Langley Soryu, qu'on ne présente plus, qui est le personnage féminin, en plus de cela, le plus populaire de l'anime Evangelion. Donc ça, c'est aussi très intéressant, parce que si le modèle le plus répandu de Déré dans l'animation japonaise, c'est la Tsundere, alors c'est pas forcément la plus populaire, parce que la Yandere est aussi pas mal populaire dans l'animation japonaise, grâce à Yandere Simulator justement. La Tsundere, c'est l'un des personnages les plus répandus. Alors, les héritières, il y en a des centaines, voire des milliers. Alors, il y en a beaucoup. On peut citer évidemment Kurisu Makise de Steins Gate, bien sûr, hein, dans l'anime qu'on parlera après. On peut citer évidemment Rinto Asaka des séries Fate, bien sûr. Ça, c'est aussi une tsundere, peut-être l'une des tsundere les plus populaires du XXIe siècle, même si j'ai pas mal de problèmes, et je pense pas être le seul à avoir des problèmes avec les séries Fate, qui me dérangent pas mal par moments, notamment en ce qui concerne les petites relations entre les personnages, notamment les relations amoureuses. Et voilà, je pense que vous voyez où je veux en venir, mais bon,
On reviendra notamment autour de Sakura Matu ou de, ou de justement Rinto Asaka ou même Saber dans une certaine mesure. C'est... Ouais, bon bref, on reviendra sur Fate un jour, dans les 154 000 séries Fate, bref, on reviendra là-dessus. Et du coup, la tsundere, on voit que c'est un personnage qui est très connu. Alors, pour expliquer ce que c'est, la tsundere, c'est un personnage qui a la base agressive ou qui peut même insulter le personnage masculin qu'elle aime, jusqu'à changer de comportement et de devenir douce et attentionnée. Alors, dans certains animés, ce comportement-là, il se voit assez facilement. Et parce que on repart que ce début que je viens d'écrire, agressif, insultant le personnage, mais ayant une certaine affinité avec le héros, ça c'est une description qui colle bien avec notre Asuka. Et on peut l'observer sur pas mal sur les personnages que je viens de citer, mais sur plein d'autres personnages que je vous mets là aussi en image. Ce qu'on peut donc observer, c'est un problème au niveau de la forme et de la finalité. C'est que Asuka Shinji, si vous avez bien fait un observer, bah ils finissent pas ensemble. Même si, bon, ils se rapprochent pas mal, il y a quand même un amour qui est assez clair, mais finalement ça se finalise pas. Alors le truc qui est intéressant, c'est que la plupart des tsundere, à la fin de l'anime, ou au milieu, ou peu importe, il y a un moment où ça bascule, et qu'elle devient moins agressive, et qu'elle devient plus amoureuse. Mais ça prend un peu de temps pour laisser place au running gag autour du personnage masculin et du personnage féminin, se foutant un peu sur la gueule, mais tout en ayant peut-être un petit attachement à l'autre. C'est assez marrant, et en vrai, ces animés, c'est plutôt rigolo à regarder, et ce genre de séquence, même dans des animés qui sont à propos sérieux, comme Steins Gate par exemple, et ben les séquences entre Kurisu et Rintaro, ben on se tape des barres. On doit bien s'avouer, c'est marrant. À part évidemment à la fin où ça devient beaucoup plus où l'animé devient beaucoup plus triste et voilà, il y a beaucoup plus de sensualité, peut-être aussi de rapprochement amoureux et le côté tsundere Kurisu en fait a complètement disparu ou reparti, on reviendra là-dessus sur les prochaines vidéos sur les animés sur Steins Gate bien sûr. Donc c'est un petit peu particulier, un petit peu différent l'anime. Voilà, c'est par rapport à Asuka qui elle ne a créé une sorte de frustration de justement jamais être vraiment en couple avec Shinji. Alors est-ce que c'est Shinji ou Asuka qui a créé la frustration? Ça je pense, j'ai plutôt mon idée, je pense que c'est plutôt Shinji que Asuka parce que Asuka est tellement populaire et tellement la super tsundere que en fait c'est devenu un modèle d'influence de pas mal d'animateurs et de créateurs de manga aussi, de mangaka et d'animateurs qui ont repris pour créer ce genre de personnage féminin qui correspond au début à Asuka mais qui finalise en fait cet amour avec son personnage masculin. Alors, je pense pas que toutes les tsundere, je les connais pas toutes, hein, je dois vous avouer pardon, toutes les tsundere ne finissent pas avec forcément le personnage masculin principal, c'est pas forcément le cas, il y en a qui reprennent un peu cette idée d'Asuka, mais voilà. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Asuka, personnage principal, enfin personnage préféré féminin de la série Evangelion, est devenu un modèle d'influence de pas mal de personnages féminins dans les relations amoureuses qu'elles peuvent développer avec les personnages masculins des animés du XXIe siècle. Le dernier personnage dont j'avais envie de parler, c'est évidemment le personnage principal, Shinji Ikari. Alors, Shinji Ikari, là, c'est clairement le fait le plus marquant qui montre que Evangelion n'a pas forcément réussi à faire passer tous les messages qu'il voulait faire. Le but d'Evangelion avec Shinji Ikari, c'est de montrer un anti-héros, clairement, qui est simplement pas sûr de lui, qui a peur, parce que simplement les situations lui obligent à le faire. C'est-à-dire qu'avoir peur face à ces anges énormes, c'est normal. Et ça, beaucoup de gens, je pense, sont passés à côté dans un premier temps. Après avoir revu plusieurs fois la série, je pense qu'on l'accepte. Et je pense que les gens qui sont attentifs à l'animé vont le comprendre. Et attention, hein, je ne prétends pas supérieur dans la compréhension d'Evangelion. Hein. Ça, je sais que c'est une critique qui est souvent faite aux fans d'Evangelion, c'est de dire je sais mieux que tout le monde. Mais je pense que voilà, ça reste quand même assez clair et je pense que beaucoup de gens l'ont compris, y compris des gens qui sont pas fans d'Evangelion, qui ont juste regardé l'anime comme ça, que c'était volontaire de mettre un anti-héros comme ça. Malheureusement, cet modèle de anti-héros, je pense, alors peut-être que là c'est un peu moins sûr, mais je pense clairement que ça a créé en fait les personnages sans personnalité qu'on peut retrouver dans certains harem par exemple, où l'identification du personnage est très facile. Des personnages qui sont peut-être même parfois construits comme des anti-héros, mais qui créent un certain attachement par leur vide en fait de je suis fort, de badassitude, de je suis le meilleur dans ce que je fais, voilà.
un manque de ça qui permet à nous, petits spectateurs, ou les otaku plus particulièrement, d'apprécier les œuvres et d'apprécier les personnages parce qu'ils peuvent se reconnaître extrêmement facilement en eux parce qu'ils n'ont pas de personnalité. Et là, pouf, il y a toutes les nanas qui veulent être avec toi. Bon, c'est super ça. Voilà, je déteste ces animés si vous vous posez ces questions. Si c'était pas clair. Mais ce que je veux dire, c'est que Shinji, là encore, peut-être a créé un modèle d'influence de personnages sans personnalité. Oui, ok, ça rejoint peut-être Shinji, mais attention, Shinji n'a pas aucune personnalité, c'est juste que c'est pas la personnalité du héros badass. Et c'est justement peut-être ça qui n'a pas été compris, c'est que la personnalité de Shinji, en fait, ne colle juste pas au modèle du héros super fort, mais en fait, c'est juste qu'il a une personnalité qui est pas faite en fait pour combattre les anges et qu'on rappelle à l'épisode 1 il est embarqué à piloter Neva qu'il a jamais vu, donc il est perdu le gosse, laissez-le, il doit taper un ange de 80 mètres d'eau, c'est terrible, pourquoi il doit faire ça? Il ne sait pas. Donc je pense vraiment que ce modèle de anti-héros que Hideaki Anno a essayé de faire avec Evangelion avait tellement énervé les gens à l'époque qui n'ont peut-être pas tout de suite compris que c'en est devenu un modèle de personnage vide de personnalité qui crée la plupart de certains harems, ou peut-être on peut étendre ça aussi aux isekai ou également. Alors attention, je ne critique pas tous les isekai, il y a des isekai qui sont bons, mais je pense qu'il y a ce problème sur pas mal de personnages masculins principaux de harem. Donc voilà, pour ces 4 personnages, Misato pas trop sûr, mais en tout cas Rei, Asuka et Shinji, j'en suis un peu plus certain, que ce sont des influences claires sur certains types de personnages qu'on peut retrouver plus tard. Et c'est là où j'en venir. C'est que le point important que je disais au début, où il y a des influences, il y a des étifields qui peuvent être observés, des petites statuettes, des poses de Gendo Ikari qui peuvent être retrouvées dans certains animés, des références directes comme ça, c'est pas ça qui nous intéresse. C'est plutôt le poids du médium évangélion, et c'est-à-dire de son influence dans le développement de certains personnages. Ça, c'est intéressant. Parce qu'effectivement, une œuvre ne peut pas reprendre l'idée du scénario d'Evangélion. Sinon, c'est du plagiat. Même si Darling de Franks l'a plus ou moins fait, c'est... Il y a très peu d'animés qui le font. Bah oui, ils ont envie de créer des choses. Mais créer des choses n'empêche pas de prendre des influences des animés passés. Par exemple, des animés Neketsu sont très fortement influencés par Dragon Ball. Par exemple, Naruto est très, ou même One Piece est très influencé par Dragon Ball. Mais est-ce que ça veut dire que ce sont des plagiats? Bah non, bien sûr que non, ce sont des influences. Et que Naruto et One Piece sont des animés tout à fait exceptionnels. Et des mangas aussi exceptionnels. Mais ils ont été influencés par les Neketsu. Et Dragon Ball lui-même a été influencé par les animés qui l'ont précédé. Et c'est normal, c'est comme ça. Akira Toriyama, il a été influencé par Tezuka et ses premiers Neketsu qu'il avait fait à l'époque. Donc finalement, il n'y a pas de honte à ça, c'est normal, c'est le développement de l'art. Donc c'est la même chose pour tous les animés qui créent des tsundere, des kudere qui sont un peu dans l'idée de Asuka et de Rei, parce que c'est simplement la logique de l'art. Et que Evangelion a su s'imposer, et que vu qu'il a su s'imposer en termes d'animation, en termes d'histoire, de thématique, bah du coup, les personnages, les modèles de personnages, ça va de la paire et ça suit en fait, c'est la conséquence. Donc voilà, un héritage d'Evangelion indestructible et un animé qui restera classique pour l'éternité, ça c'est une certitude. Parce qu'au-delà des films Rebuild, vous avez tellement de produits dérivés Evangelion, des produits en tout genre qui n'ont strictement des fois même aucun sens par rapport à la série originale, que vous ne pouvez même pas passer à côté de figurines d'Evangelion. Si vous habitez en fait au Japon, ou même si vous êtes un fan d'anime, pas au Japon, mais que vous êtes en Europe, ou en France, bah, par exemple, ou en Suisse, ou en Belgique, ou je sais pas, peu importe en fait où vous êtes dans le monde, passez au travers d'Evangelion en étant fan d'anime, sans forcément l'avoir vu, mais passer au travers dans le sens où ne pas connaître de nom, c'est impossible. Donc voilà, je vais arrêter cette vidéo maintenant, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour la première fois de la chaîne, une série de films. Donc c'est-à-dire que là, il n'y aura pas de changement de type de film entre les semaines, entre les 1, 2, je pense 3 semaines, enfin 3 vidéos consécutives sur film d'animation. On ne changera pas d'univers, vu qu'on on va faire la continuité. On va parler d'un immense classique de la science-fiction japonaise, et notamment du style cyberpunk. Je vous en dis pas plus, parce qu'on va s'en prendre plein la gueule en termes de complexité à analyser. Je pense que vous voyez très bien de quel film je veux parler, et de quelle saga je veux parler surtout. Et puis dans 2 semaines, on se retrouve pour le début de Steins Gate. Alors là, je vais faire un petit peu de changement, vu que je me rends compte qu'en plus de ce que je vous ai dit avec Darling de Franxx, que j'ai envie de plus en plus de parler de beaucoup plus d'animés,
Du coup, j'ai envie quand même de développer Steins Gate comme je l'avais prévu, hein, on ne change pas les plans. Et vu que j'ai aussi envie de parler de Steins Gate 0 et du film d'animation, bah, je me suis dit que je vais peut-être accélérer. Et là où Evangelion, j'ai fait par 3 épisodes, je me dis, Evangelion, c'est un anime qui est complexe, qui a une nécessité de vraiment s'arrêter sur tous les points. Steins Gate, peut-être qu'on peut accélérer un petit peu plus, mais je vais pas non plus aller trop vite. Je pense que je vais les faire par 4 épisodes, et donc on se retrouvera dans 2 semaines pour les épisodes 1 à 4 pour le début de la série. Ça permettra de réduire un petit peu le nombre de vidéos, et on fera exactement la même chose pour Violet Evergarden pour terminer mon podium d'animés favoris, Steins Gate en 1, Evangelion en 2, et Evergarden en 3. Et puis après, on continuera le cycle film d'animation animé, mais on parlera une semaine sur deux d'un animé, autre, et on essaiera de changer ça à chaque fois, ou on fera, quand ce sera nécessaire, quand il y a plusieurs saisons ou beaucoup d'épisodes, on fera peut-être 2 ou 3 vidéos dessus. Ça dépendra, je vais pas faire des vidéos de 3 heures non plus. Enfin voilà, on va essayer de répartir un peu ça dépendra des animés auxquels on parle, mais si on est sur un animé saisonnier d'une seule saison, on fera qu'une seule vidéo, bien sûr. Et sur ce, je vous dis, à plus tout le monde.